La victoire de Samothrace a été découverte par Charles Champoiseau, vice-consul de France à Edirne, en 1863, le 15 avril. Dans des circonstances un peu particulières, ça n'est pas une fouille programmée. On a toujours tendance à penser que les grands chefs-d'œuvre sont le fruit de longs projets et de fouilles très raisonnées. En fait, Charles Champoiseau, c'est un diplomate installé très fraîchement dans cette région de l'Empire ottoman au moment où le Second Empire décide de multiplier les représentations diplomatiques pour assurer la présence de la France face à l'Empire allemand ou face aux Britanniques. Or, ces nouvelles représentations diplomatiques ne tournent pas à plein régime et ce diplomate s'ennuie. Donc, il réclame des autorisations auprès des autorités ottomanes et des crédits auprès de la France pour fouiller un peu et essayer de trouver des œuvres intéressantes pour faire sa cour à l'empereur Napoléon III, réputé pour apprécier les antiquités classiques. Il demande une autorisation pour fouiller à Samothrace et dans le sanctuaire des grands dieux, le sanctuaire des Kabyres, donc c'est un sanctuaire très important pour le monde grec parce que c'est un culte à mystère, on s'initie et ensuite on est protégé par les grands dieux dans les dangers, dans les combats, surtout sur mer, c'est un dieu qui protège les marins. Dans le sanctuaire des grands dieux, il repère quelques bâtiments qu'il comprend plus ou moins bien d'ailleurs et il trouve en haut du sanctuaire, au-dessus du théâtre, les vestiges d'une statue plus grande que nature et il comprend qu'il s'agit d'une victoire puisqu'il s'agit de fragments d'une femme drapée et de fragments d'elle. Donc une femme ailée, ça Charles Champoiseau sait le comprendre, c'est une victoire. Tout autour il y a de gros blocs en marbre gris qu'il ne comprend pas et il pense que ce sont les éléments de pylônes monumentaux égyptisants qui auraient marqué la tombe d'un général d'Alexandre et pourquoi pas la tombe d'un général lagide. Il a peut-être lu ou su ou compris que les Lagides, les Ptolémées, avaient eu un rôle important à Samothrace, c'est notamment eux qui ont offert les propylées, l'entrée du sanctuaire. Charles Champoiseau expédie les fragments de la statue à Paris et entre 1864 et 1866, on entreprend une première restauration de l'œuvre qui est présentée sans le haut du buste, c'est une pièce rapportée, sculptée à part, sans l'aile gauche, qui est la mieux préservée, tout simplement parce qu'on ne sait pas agencer ces fragments, donc on ne présente que la partie principale de la statue, c'est-à-dire le corps, des pieds, jusqu'en dessous de la poitrine. Et cette statue-là, elle est présentée dans la salle des Cariatides en 1866, et là, personne ne la remarque à part les grands spécialistes de la sculpture grecque qui disent « arrêtez-vous devant cette œuvre, elle est à côté d'une fenêtre, elle prend magnifiquement la lumière et c'est un chef-d'œuvre de la sculpture grecque car on voit là tous ces effets de rapport entre le volume du corps et les jeux de surface des drapés, notamment ce chitone traité en drapé mouillé ou encore cette himation qui bouillonne littéralement en tombant entre les jambes de la statue. Premier épisode. Deuxième épisode, les Autrichiens fouillent à Samothrace. Eux aussi ont obtenu une autorisation. L'équipe est notamment composée de l'architecte Otto Hauser, et du grand archéologue allemand qui travaille en l'occurrence avec les Autrichiens, Alexander Konze. Cette équipe est beaucoup plus professionnelle, comprend mieux d'ailleurs les différents vestiges du sanctuaire, où se trouvent les portiques, où se trouve le temple, où se trouve la rotonde de la reine Arsinoé. Et entre deux campagnes, en 1873 et en 1875, ils font de considérables progrès. Et c'est eux qui comprennent mieux les blocs en marbre gris de taille colossale, qu'ils dessinent d'ailleurs une première fois, mais de façon assez générique. Et ils comprennent qu'il s'agit d'un bateau. Donc la comparaison est faite avec une monnaie de Démétrios Polyorcète qui commémore la victoire des Antigonides à la bataille de Salamine. Et l'idée, c'est de, à l'image de cette monnaie, imaginer une victoire sur l'avant d'un navire annonçant une victoire au sens large du terme. Bon. Épisode suivant, hasard de l'histoire. Il se trouve que Charles Champoiseau, retournant dans la région de Samothrace pour aller visiter sa belle-mère parce qu'il s'était marié dans la région, se retrouve sur le même pont de bateau que Alexander Konze, qui, fier de sa découverte, lui dit « Mes chers amis, vous n'avez absolument pas compris les éléments en marbre gris. Il ne s'agit pas de pylônes égyptiens, vous êtes un amateur. Il s'agit du bateau d'un monument entier qui présentait de façon absolument bluffante une victoire atterrissant sur le pont d'un navire. »
Il n'a pas compris que Charles Champoiseau demande une autorisation depuis fort longtemps pour retourner à Samothrace, demande des crédits à la France, alors qu'on lui dit, écoutez, vous avez déjà travaillé, laissez un peu ce dossier tranquille. Il câble à Paris en disant, mais en fait c'est un monument entier, et il obtient immédiatement et les crédits et dans la foulée l'autorisation auprès des Ottomans. Et c'est par ce hasard que Charles Champoiseau comprend mieux les choses et retourne à Samothrace en 1879, à la suite de cette conversation, pour cette fois-ci faire une deuxième fouille et rapporter à Paris les éléments du bateau. Nouvelle restauration entre 1880 et 1883-84. On remonte entièrement le monument qui prend toute son importance. Et à ce moment-là, on décide de l'installer en haut de l'escalier principal du musée, alors que les visiteurs à l'époque rentraient pratiquement juste à côté. Et ce monument devient le monument emblématique de l'escalier du Louvre, la chose qu'on voit en premier, et c'est ce qui assure en bonne partie sa célébrité. Avec aussi le fait que c'est une restauration à la fois très novatrice et assez géniale. Cette fois-ci, on agence tous les blocs du bateau, 23 blocs pour le bateau, 28 tonnes, donc c'est toute une gageure, et ça nous dit que pendant l'Antiquité, c'était aussi un chantier considérable. Et au-dessus, une statue faite en pièces rapportées, mais certaines manquent. Il y avait deux parties pour le corps, de la tête au sein, de la ceinture du chitone jusqu'aux pieds, chaque bras, chaque aile, 6 blocs principaux, plus une série de petits blocs supplémentaires pour le pan du manteau qui claque à l'arrière de la composition, le pied posé sur le pont du navire, etc., etc. Il manque certains de ces éléments, malheureusement de manière dissymétrique. En haut de la composition, nous conservons la partie droite du buste, mais pas l'aile. Du côté gauche de la statue, on conserve l'aile, mais pas le buste. Comment accrocher une aile dans le vide? Comment équilibrer cette composition? Ça, c'est l'idée géniale du conservateur de l'époque, qui se trouvait être le père d'un staffeur, d'un plâtrier. Donc c'est Félix Ravesson-Molien qui a travaillé avec son fils Charles Ravesson-Molien, et ce sont eux qui ont inventé la solution en rétablissant ce qui manquait du buste d'un côté, le côté gauche du buste, et qui ont inventé l'aile droite de la statue, qui n'est pas un surmoulage comme on le dit trop souvent, mais une aile copiée sur l'aile conservée et inversée bien sûr. Quand vous surmoulez, vous ne pouvez pas inverser un moulage. Félix Ravesson-Molien et son fils Charles utilisent une matière novatrice au XIXe siècle pour les restaurations, le plâtre, car ce plâtre évite de devoir polir, affranchir les cassures pour agencer les fragments. Et on peut aussi dérestaurer plus facilement l'œuvre. Donc ça les intéresse beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'ils pensent qu'on trouvera peut-être un jour la tête, donc ils ne la restituent pas. Ils pensent qu'on retrouvera peut-être un jour les bras, ils ne les restituent pas. Donc ils maintiennent cette œuvre dans un état fragmentaire qui aujourd'hui est très séduisant, et c'est ce qui fait aussi la célébrité de l'œuvre, parce qu'aujourd'hui, l'œuvre se résume à son élan et à son mouvement. C'est ce que, un peu vite, André Malraux appelait une œuvre du destin, tout simplement parce que ce qu'on regarde, c'est un fragment, mais un fragment qui, pour nous, a un sens ou qui résume bien le sens de l'œuvre. Mais la phrase de Malraux, en fait, renvoie à des notions plus complexes. C'est aussi une façon de dire que nous évitons de voir une monstruosité, parce qu'une victoire, c'est un être hybride pour les Grecs à 6 membres, 2 jambes, 2 bras, 2 ailes, et pour nous, cet agencement entre épaules, bras, ailes pourrait être difficile à regarder, alors que finalement l'aspect lacunaire de l'œuvre la rend peut-être plus facile à comprendre, plus immédiate, en tout cas pour un esprit moderne. Mais pour l'Antiquité, il faut bien comprendre que c'était une femme ailée, dotée d'une tête d'humain et de bras d'humain. Alors je vous ai dit qu'on avait l'espoir de retrouver un certain nombre d'éléments qui manquaient. La tête, les Américains qui fouillent encore aujourd'hui à Samothrace, ils fouillent depuis 1938, espèrent tous les ans la trouver, mais ils savent pertinemment qu'ils ont cherché partout et que la probabilité est faible. En revanche, en 1950, un conservateur français invité à Samothrace a découvert la main sur le site où le monument était présenté, et il a obtenu l'autorisation de l'État grec de la faire venir à Paris, alors que 2 doigts avaient été trouvés bien plus tôt par les Autrichiens, et donc ces doigts étaient conservés à Vienne. Donc on a fait venir la main de Grèce, le pouce et l'annulaire d'Autriche, et on a ainsi pu présenter tout ce qu'on conservait de la main droite de la statue, qui était levée vers l'avant. La statue faisait un geste déclamatoire pour indiquer la victoire. Manifestement, elle ne tenait pas
d'attributs, cette main n'est pas fermée, donc ça ferme un débat consistant à supposer que la victoire ait pu tenir une palme, la palme de la victoire, ou tenir la trompette que l'on voit notamment sur la monnaie de Démétrios Poliorcète. En fait, la main était ouverte. Tout au plus, mais nous n'en avons aucune trace concrète aujourd'hui, un ruban de victoire en matériaux différents, en bronze peut-être, était glissé entre les doigts, mais ça, nous n'en avons pas la preuve matérielle quand nous observons très scrupuleusement la surface du marbre. Donc voilà ce que c'est que le dossier technique. Une œuvre qui a été découverte au XIXe siècle, qui a été restaurée plusieurs fois et qui, pour sa qualité d'exécution, mais aussi pour l'inventivité de sa restauration, pour son emplacement même à l'entrée du musée, est devenue une icône de l'histoire de l'art. Ça ne nous dit pas de quoi il s'agit. À Samothrace, dans le sanctuaire des grands dieux, malheureusement, l'espace où se trouvait la figure de Samothrace est très ruiné. Il ne reste qu'une toute petite partie d'un soubassement à 3 degrés et un mur périphérique, sans qu'on puisse savoir s'il s'agissait d'un soubassement à 3 degrés et d'un mur de péribole en U ou en pi, cernant simplement le monument lui-même, ou s'il s'agissait d'une chapelle votive, d'un naïskos, d'un trésor avec un toit et 2 colonnes, par exemple d'ordre ionique, qui est littéralement abrité la statue. Les vestiges qui sont conservés ne permettent pas de trancher. L'étude a été entièrement reprise au moment de la restauration avec nos collègues américains, et notamment avec Bona Westcott, et aujourd'hui il est très difficile de trancher. Tout pour autant, le très bon état de conservation de la statue, le fait que les parties les plus saillantes ne sont pas érodées, laisse penser qu'il est plus probable qu'elle ait été couverte. Je rappelle qu'à Samothrace, il neige en hiver. Il neige, il vente, il fait froid. C'est une île montagneuse. C'est le 2e sommet de Grèce, Samothrace. Alors que cette statue est faite en pièces rapportées. Et ces pièces étaient scellées avec des goujons en métal. Des plumes, on a pu le découvrir, étaient rapportées. Donc c'était un dispositif très délicat. Est-ce que tout ceci aurait pu être conçu à l'air libre? On peut en douter, mais ça n'est qu'une question de probabilité. Vous voyez bien qu'on est en train de deviner. Il ne s'agit pas des vestiges, enfin on ne peut pas parler sur la foi des vestiges qui sont conservés. Malheureusement, ce qui manque le plus, c'est la dédicace. C'est la dédicace du roi, de la cité, qui aurait dédié cette œuvre aux grands dieux de Samothrace, à ces dieux auprès desquels on venait s'initier pour être protégé lors des dangers. Nous n'avons pas de dédicace et nous n'avons pas de témoignage historique ou littéraire, ni chez Pline, ni chez Pausanias, ni chez Strabon. Rien. On nous parle simplement à propos de Samothrace de l'initiation et encore au sens large, puisque comme il s'agit d'un culte à mystère, on ne détaillait pas l'initiation. Alors, toutes les options sont ouvertes. Une victoire saisie au moment où elle pose souverainement le pied sur le pont d'un navire de guerre, il s'agit probablement d'un monument commémorant une victoire navale. Je dis bien probablement. On pourrait aussi dire que la victoire étant régulièrement associée au culte des grands dieux, il s'agit d'un monument en l'honneur des grands dieux au sens générique du terme. Mais la majeure partie de la critique retient l'hypothèse selon laquelle il s'agit d'une statue offerte à l'occasion d'une victoire navale. Laquelle ? Quel pouvoir ? Quel royaume ? C'est encore une fois difficile à dire. Alors on regarde toutes les victoires navales de l'époque hellénistique, puisque la statue est une statue baroque, théâtrale, dont les draperies sont particulièrement mouvementées, donc probablement une œuvre de l'époque hellénistique. On essaie de raccourcir la fourchette chronologique. La comparaison qu'on fait le plus souvent, c'est le drapé de la victoire de Samothrace, l'élan de cette enjambée et les grandes divinités qui décoraient le podium du grand hôtel de Pergame, ces sculptures en haut relief qui sont un jalon fondamental de l'art hellénistique au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, première constatation, c'est une comparaison au sens large, pas au sens strict. On trouve évidemment des points communs entre la victoire de Samothrace et l'Athéna qui subjugue littéralement le géant Alcinoüs, mais pour autant, ce ne sont pas des rapprochements point à point. Et puis par ailleurs, la date de l'hôtel de Pergame a été longtemps discutée. 180-160 a-t-on longtemps pensé, sous le règne de Mène II, qui est le plus grand monarque de la dynastie attalide, mais les discussions les plus récentes conduisent à penser qu'il faudrait peut-être, ou probablement, descendre la date de l'hôtel à la fin du règne de Mène II, qui en aurait été l'initiateur, mais surtout sous le règne de son successeur, Attal II. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, nous nous retrouvons dans les années
160 avant Jésus-Christ, et le point de comparaison lui-même varie pour la victoire de Samothrace. En ce qui concerne les grandes victoires navales de l'époque, on a bien sûr pensé aux grandes victoires de la flotte de Rhodes, car c'était la plus importante pour cette époque, et les Rhodiens étaient notamment alliés aux Pergaméniens et aux Romains. Leurs grandes victoires, ils les remportent notamment lors de la bataille de Chios, à la toute fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en 201, et puis surtout contre Antiochos III le Grand, lors des batailles de Sidée et Myonnessos, en 190-189 avant Jésus-Christ. Victoire qui débouche sur la paix d'Apamée, qui reconfigure littéralement les rapports de force dans le bassin oriental de la Méditerranée, et qui font en sorte que les Rhodiens atteignent à ce moment-là l'apogée de leur puissance, non seulement à Rhodes même, mais dans toute la région qui entoure l'île de Rhodes. Donc on a pensé que la meilleure circonstance, c'était ces grandes victoires rhodiennes. On l'a surtout pensé parce que le bateau est fait en marbre de Rhodes et que ce serait là un élément significatif. On est même allé jusqu'à dire que ce bateau était un bateau typiquement rhodien, un bateau qu'on appellerait une trihémiolie, en pensant que les Rhodiens préféraient ce type de bateau. Alors il faut être prudent. Aujourd'hui, nous savons que la trihémiolie n'est pas un monopole de la flotte de Rhodes, d'une part. D'autre part, que le bateau qui est représenté est un bateau de guerre au sens large, mais pas nécessairement une trihémiolie, mais plutôt une quadrirème, et ça on en trouve dans de nombreuses flottes. Alors, c'est vrai que les Rhodiens apprécient particulièrement les quadrirèmes plutôt que d'autres bateaux, mais donc il faut être prudent. Alors, s'il s'agit bien d'une dédicace rhodienne, à ce moment-là, qui a réalisé la statue? Manifestement, la base sort d'un atelier rhodien, mais la statue sort-elle pour autant du même atelier? Nous n'en sommes pas certains. Ce type d'œuvre particulièrement déclamatoire, grandiloquente, grandiose, qui font la part belle aux effets narratifs, aux effets déclamatoires, qui font en sorte que les draperies bouillonnent littéralement contre le corps, on peut en trouver les échos aussi bien du côté de Pergame, en Asie mineure, mais aussi ponctuellement à Athènes, pourquoi pas dans d'autres régions comme les Cyclades. Là où il faudrait aussi penser à la technique des pièces rapportées, très importante pour cette œuvre, on les retrouve dans les Cyclades. Autrement dit, là aussi il y a un débat, pour savoir si la statue a été faite par le même type d'atelier que la base, oui ou non. Réponse, pas nécessairement, et auquel cas, quel atelier? Donc on voit bien que toutes ces questions s'empilent, en fait, les unes derrière les autres, et en fin de compte, il vaut mieux essayer de ramasser ce qui est entendable. Il s'agit d'un grand monument dédié aux grands dieux pour soit honorer les grands dieux, car ils apportent la victoire, et dans ces cas-là, on peut choisir tout type de victoire dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, ou tout type d'occasion, tout simplement, d'honorer les grands dieux. Soit il s'agit dûment d'une victoire navale. À ce moment-là, s'agit-il bien d'une victoire rhodienne? Le fait est que ce marbre de Rhodes, ce marbre gris qu'on appelle le marbre de l'Arthos, est très reconnaissable et que les Rhodiens ont réalisé plusieurs monuments du même type. On en connaît maintenant 3 autres exemples à Rhodes même. Il pourrait être envisageable que cette base en forme de bateau en marbre de l'Athos soit pour les anciens un élément identifiable qui parle de Rhodes. Peut-être que la base a un sens pour nous parler de Rhodes, mais ça n'est qu'une hypothèse. Et auquel cas, quelle date? 201, 190, à côté de l'autel de Pergame, la date a baissé. Est-ce qu'il faut vraiment associer les deux? Ça peut être la même génération simplement, non? Première moitié du IIe siècle, c'est raisonnable. Andrew Stewart a proposé une autre hypothèse. Il pense à une victoire des Rhodiens contre Prusias II de Bithynie en 155-154 avant Jésus-Christ, alors que le roi Prusias de Bithynie organise des raids contre Pergame et contre Rhodes, surtout contre Pergame. Et les Rhodiens ont aidé les Pergaméniens à vaincre Prusias de Bithynie. Nous sommes donc plus tard, et à un moment qui se rapproche de la nouvelle datation de l'autel de Pergame. C'est donc une autre hypothèse à prendre en compte. On pourrait aussi penser aux Antigonides, qui sont très importants dans le sanctuaire des grands dieux, tout simplement parce que les Antigonides règnent en Macédoine et que la plupart du temps, ce sont eux qui dominent le sanctuaire de Samothrace.
Or, les Antigonides sont ponctuellement alliés aux Rhodiens, je dis bien ponctuellement, généralement ils sont ennemis, vers 170 avant Jésus-Christ, ce que relève notamment François Quérel. Donc on pourrait aussi envisager, à un moment très précis de l'histoire, une période où les Antigonides ne sont plus incompatibles avec les Rhodiens, comme c'est généralement le cas, et pour célébrer une victoire, ou tout simplement pour honorer les grands dieux, font cette dédicace. En fait, vous voyez que le débat est ouvert. Donc l'hypothèse la plus généralement admise, c'est qu'il s'agit d'une dédicace rhodienne, mais peut-être que les Rhodiens se sont occupés de la base et que leurs alliés pergaméniens se sont occupés de la statue et que leurs alliés romains ont d'ailleurs financé le tout. Je fais de l'archéofiction, mais pourquoi pas? Et ce serait soit en 190, soit plus tard vers 155, soit il s'agit d'une autre puissance, et pourquoi pas les Antigonides.